c'est là où on se sent bien. On se sent toujours bien là où la crasse est. Bienvenue dans le Mickey Club. Le Mickey Club, bonjour. Bonjour Club Mickey. Oh oh, c'est Mickey. Bonsoir. Décris-moi ce que tu vois, Paul. Une table sur laquelle il y a énormément de crasse et un plateau d'échecs. Un échiquier. Un échiquier. Les gens disent souvent échiquier. Non. Non, il s'agit d'un i, échiquier. Échiquier. Exactement. Voilà, on fait également la prononciation des mots. Alors tu vois une table, tu vois un échiquier, qu'est-ce que tu vois d'autre? Une barre d'immeuble en rénovation. Donc des échafaudages. Encore un mot. Un autre mot, il n'y a pas de i dans ce mot-là. Échafaudage. Échafaudage, pas de i. Avec un A. Échafaudage néanmoins. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des gens attablés. Et... Oh, ça doit être une racaille. Ça doit être une racaille qui passe avec une capuche. Oui, s'ils ont des capuches, c'est souvent des racailles. Je suis terrorisé à l'idée de tomber face à face avec une racaille. Mais ne t'inquiète pas parce qu'il vient de passer, tout va bien, il n'y a pas de racaille là exactement en face de cet échiquier. Je suis donc déstressé et je vois donc voilà du mobilier urbain, un vieil immeuble, ou en tout cas un immeuble dans lequel je n'aimerais pas habiter. Très bien. Il y a aussi des pots de fleurs, tu vois, il y a beaucoup de pots de fleurs. Oh là, ça a la main verte ici. Oh là, dis donc, vous avez un jardin? Non, c'est un balcon. À défaut de jardin, on balconne. On balconne? Est-ce que tu balconnes toi le week-end ou? J'ai pas de balcon. D'accord, parce que moi en Suisse je jardine, en France je balconne. Enfin à Paris, parce qu'en France tu sais il y a des jardins, il y a plein d'espaces verts, mais à Paris, non non non. Très bon point que tu soulèves là, les Suisses rendez l'argent. Et de qui? C'est l'argent de qui exactement? Des abonnés, rendez l'argent aux abonnés. Ah d'accord, ok très bien. Qu'est-ce que tu entends, Paul? Un poivreau qui hurle parce qu'il joue à la pétanque au loin. Des pas. Et finalement, pas beaucoup d'autres choses. Ah, les boules de pétanque qui s'entrechoquent. Et sinon, les bruits de la ville, les bruits des pas. Une voiture qui passe. Pas grand chose d'autre finalement. Une boule qui frappe le sable. C'est intense, hein. Ouais, c'est une espèce de sable gravier. C'est vraiment, ça représente la multiculturalité qui dispose du 19e tout simplement. Bien sûr. Et ça fait plaisir. Si tu me permets, hein, le 19e, c'est cosmopolite et on s'y sent très bien. Je te coupe. Qu'est-ce que tu ressens? Excuse-moi, je te coupe. Comment tu te sens, Paul? Je me sens... Paul, qu'est-ce que tu ressens? Le mec le coupe à chaque fois. Comment tu te sens? Je sais exactement ce que je pensais. Je me sens bien. C'est vrai? Je me sens bien puisque c'est une journée, ma foi, plutôt agréable qui, comme tous les jours, se passe dans le 19e avec de très bons amis. Ami. Amis, Amieuse. c'est ça. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça? Plusieurs que j'adore. Tu me considères comme un ami? Paul. Absolument. Merci, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que, Paul, tu peux me décrire un trajet que tu fais souvent? Alors tu peux le faire, ça peut être un trajet que tu fais aujourd'hui très souvent, ou un trajet que tu faisais très souvent quand tu étais plus petit. Est-ce que tu peux me décrire un de ces trajets avec du détail? Que ce soit à pied, en voiture, en bateau, en avion, en trottinette, toutes sortes de moyens de transport finalement. Toutes sortes de moyens de transport. Tout ce que tu veux là, juste un trajet que tu faisais souvent quoi. Au minima, une fois par jour pendant plusieurs jours. Eh bien, ce trajet-là, c'est un trajet que je faisais tous les jours, au moins une fois par jour, pendant plusieurs jours, à Bordeaux. Lorsque je me rendais à la fac de droit, sur le campus Montaigne-Montesquieu de Bordeaux, qui est... Tu étais devenu girondin. Pas tant. D'accord. Parle s'il te plaît. Bien sûr. Et c'est donc un trajet que je faisais tous les jours pour aller à la fac, qui était donc
de descendre sur la place de la Victoire, la belle place de la Victoire de Bordeaux, qui est considérée comme beaucoup comme de l'immense merde, car devenue assez insalubre avec des personnes qui sont parfois douteuses, mais que j'apprécie énormément. Et donc je montais dans ce tram, place de la Victoire, et pendant 20 minutes, je traversais la ville de Bordeaux, qui est une ville délicieuse. C'est une jolie ville. La place de la Victoire, est-ce que c'est celle où il y a les fontaines? Non, Parce que je connais très mal Bordeaux. je le vois bien. Oui. Car à Bordeaux, une place avec des fontaines, pas beaucoup, peut-être une seule. Bah, je me rappelle d'un UGC. Oui, Oui. D'une place avec des fontaines. Tu sais, genre des fontaines un peu en forme d'échiquier finalement. Et qui montaient de l'eau comme ça. C'est l'eau, elle faisait ça. Et des paquebots. Il y avait un paquebot gars, au milieu de la ville, tu sais, sur le fleuve. alors tu fais peut-être référence au miroir d'eau qui faisait chou, chou. Oui, exactement. C'est possible. Voilà, Et il y avait un tram qui passait par là, du coup je me suis dit peut-être éventuellement. le tram C, exactement. Oui, le tram C, bien sûr que je connais très bien. Et donc ce petit trajet-là, tu l'as en tête là? T'y es? T'es dans ce trajet? Absolument, j'y suis. Comment est-ce que t'es habillé là? Dans ton souvenir? J'avais sûrement déjà le bomber que je porte aujourd'hui. Ah, le short. Le shot. Le bomber short noir. Le bomber shot noir acheté dans une friperie à Bordeaux. Et donc j'étais habillé comme ça, sûrement tout en noir. Hein. Sûrement tout en noir. T'avais un sac, t'avais quelque chose ou t'étais juste habillé comme ça et c'est tout? Toujours accompagné de mon fidèle sac à dos à l'époque. C'est quoi comme sac à dos? C'était quoi? Il était noir aussi? C'était un petit Eastpak, comme tout jeune étudiant débutant. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce Eastpak? Un ordinateur. C'est tout? Rien de plus. Juste un ordinateur. Juste un ordinateur. Un MacBook Air 2014. Que dis-je? Un code pénal, évidemment. Ah, mais attends, tu rigoles. Évidemment, il y avait le code pénal. Un code pénal et un code civil. Ah, le code civil. Très bien. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, mais tu étais étudiant en droit ou c'était quoi l'histoire? J'étais un jeune apprenti juriste. Super, très bien. Et donc, tu avais un code pénal, un code civil, un ordinateur dans ton sac Eastpak. Qu'est-ce que tu avais dans tes poches? Évidemment, énormément de... Enfin voilà, hein. Oui. Pas grand-chose. Rien dans tes poches? Sûrement un téléphone Un téléphone et un portefeuille. et un portefeuille. T'avais pas de clé, t'avais pas de... Non? Que dis-tu? Que dis-tu? La clé était accrochée à ma ceinture avec mon petit mousqueton fidèle. Ah, ton petit mousqueton. T'avais des clopes? Pas encore, non. Je ne fumais pas à l'époque. Comme tout étudiant de droit qui croit que... qu'il a compris la vie. Qui croit que le tabac ne va pas le rattraper? Je ne me rattraperai pas. Moi, j'étudie le droit à Bordeaux. Je bois simplement du vin rouge finalement. Je bois du vin rouge. Parfois. Quand je peux me relaxer un petit peu, mais pas souvent. Néanmoins, Néanmoins. Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux, s'il te plaît, Paul? Oui, ferme les yeux. J'aimerais que tu voyages quelque part. Que tu m'emmènes quelque part. Que tu nous emmènes quelque part. Moi et les auditeurs. Est-ce que tu es quelque part? Tu as voyagé quelque part, là? T'es quelque part? tout à fait, oui. Où est-ce que t'es? Je suis actuellement au Mexique, Ah, le Mexique. au bord d'une cénote. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a autour de toi? Évidemment, beaucoup de végétation et une pluie torrentielle qui s'abat sur cette cénote. Et dans cette végétation-là, il y a de grandes lianes qui tombent du ciel, vu que dans ces cénotes, qui sont comme des caves un peu sous-marines, disons, à ciel ouvert. Et de ce ciel ouvert tombent de grandes lianes. Tu y étais? Tu y es déjà allé? Je suis déjà allé, effectivement. Et de cette pluie, est-ce que tu étais protégé ou tu étais en plein dedans? Protégé, je la voyais. Sûrement des plus fortes pluies que je n'ai jamais vues d'ailleurs. Et t'étais protégé par quoi? Une espèce de cabane? Un arbre? Quoi?
La roche. La roche. T'étais sous la roche. Parce qu'en fait, on est en sous-sol à ce moment-là. D'accord. Et c'est la roche elle-même qui me protège. T'es tout seul? Accompagné de mon fidèle acolyte Looms et Tim Au Mexique. au Mexique. Très bien. Alors, Looms te dit quelque chose? Ce bon vieux Looms, qu'est-ce qu'il te dit? Saute. Saute. Saute où? De quoi il te parle? De la cénote, justement. Ah ouais. Il te dit saute dans l'eau? Exactement. Magnifique. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes ou est-ce que t'es un peu réticent à cette idée? Absolument pas réticent. Absolument pas réticent à sauter dans l'eau, puisque je pense que c'est l'une des choses les plus agréables que de sauter dans l'eau. Le pire défaut, Paul. Le pire défaut qu'une personne puisse avoir, du coup. Le pire défaut. Le pire défaut. Le pire défaut, Paul. Ah, le pire défaut. Eh bien, je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de. Il y a pas Le vraiment pire défaut, Paul. Ah, le pire défaut. Intéressant. Je n'ai aucune idée. Un défaut, Paul. Ah, un défaut. Un défaut que quelqu'un pourrait avoir. Le pire défaut, Paul. Alors, comme je l'ai précisé précédemment, je n'ai aucune idée. Pour toi, il n'y a pas de défaut. Tu es dans une période, je trouve, Paul, très très optimiste. Tu cherches la beauté dans les choses, n'est-ce pas? Alors, oui, tout à fait. Et du coup, ça t'empêche presque de penser au négatif. Est-ce que c'est faux? Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est plutôt que le négatif est actuellement très vite évincé de ma vie. C'est-à-dire, La meilleure qualité, Paul, alors. la plus belle qualité, je pense que c'est l'humour. Ok. L'humour. Avoir de l'humour dans toute situation, dans... Avoir de l'humour dans toute situation, je pense que ça, on évite beaucoup, beaucoup de problèmes parce que je pense que dans l'humour, il y a une forme d'honnêteté qui aussi pour moi est un des plus beaux, une des plus belles choses qu'on peut trouver chez une personne. Mais dans l'humour, en fait, il y a quelque chose de plus qui se dégage, qui est au-delà de l'honnêteté et le rire. Et je pense qu'avec le rire, on répare tout, absolument tout. Un mot, Paul. Alors, c'est assez étrange, hein. Un mot. Sombre. Un instrument. La flûte traversière. Un verbe. Aller. Un pays. L'Italie. Une ville. Bologne. Une couleur. Noir si tu... Je prends. Alors noir. Une heure de la journée. 16h. Une rue. Ça peut être un chemin, un boulevard, ce que tu veux, une rue. La rue des Dames, à Paris. La rue des Dames à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à la rue des Dames? C'est au cœur des Batignolles, là où actuellement on vit, pour le coup. Et je trouve ce quartier absolument fabuleux. Et je pense que la rue des Dames résume ce qu'est les Batignolles. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Pas plus tard qu'il y a 30 secondes, je pense. Exactement. Et la dernière fois que t'as pleuré? Il y a quelques jours au théâtre. Oh, t'étais en train de regarder quelque chose? T'étais en train de jouer? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de regarder quelque chose absolument qui était une pièce montée par des 3e années du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. C'est très long à dire. Très long. Ouais. Mais CNSAD parle pas à tout le monde. Ouais, tout à fait.
Tu as bien raison. Voilà, donc c'était la pièce Hamlet d'un jeune dramaturge. Ouais, c'est contemporain, non? Très. Ouais, très contemporain. Et surtout dans l'écriture, très jeune. Une écriture très jeune, Façon de parler un petit peu. maladroite. Maladroite Ouais, peut-être. maladroite, ouais. Pas très poétique finalement. Enfin, la poésie, on la trouve derrière cette écriture maladroite en fait, finalement. Exactement. On sent le jeune anglais, quoi. Le jeune anglais un peu en perte de repère. Ok, ouais. Je comprends tout à fait cette situation. Hamlet, donc, de, comment il s'appelle John. Non, Michael Shakespeare, un truc comme ça. Ouais, Shakespeare, mais à surveiller. À surveiller. C'est un jeune à surveiller. Un jeune dramaturge à surveiller pour moi. S'il y a une pièce de Shakespeare comme ça qui passe, se dire peut-être qu'il deviendra un dramaturge important à quelques moments. Il faut laisser la chance à ceux qui débutent. On crée un personnage de fiction, Paul. Euh, on crée un personnage de fiction, un homme, une femme, un, un rien, quelque chose qui est non binaire, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Un animal, ça peut être ce que tu veux. Un homme, une femme, un animal, un lampadaire. Un il, un elle, un yel, Ce que tu veux. acteur, actrice, actrice. Ce que tu veux. Ce que tu veux, Paul. Eh bien, ce sera un homme. Un homme, il a quel âge? Il a 18 ans. Il a 18 ans, il habite où? Ah, dans aucun lieu connu. On sait pas où il habite en fait. Non, personne ne sait vraiment. Il y a d'autres gens qui habitent là-bas? Je ne sais pas puisque personne ne sait où il habite. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il zone. Il zone dans cet endroit qu'on ne connaît pas. Non, justement, il vit dans cet endroit que personne ne connaît, mais il zone dans des lieux parfaitement connus. Alors où est-ce qu'il zone? Il arpente les rues de Paris. Il arpente Paris et lui, il habite quelque part que personne n'a découvert en fait. Uniquement lui. Exactement. À côté de Paris, comment est-ce qu'il arrive à Paris? Est-ce que c'est loin? Comment est-ce qu'il... Toute l'énigme est là, c'est-à-dire que Il sait pas comment il arrive. il arrive à Paris, il apparaît à Paris, c'est-à-dire que quelqu'un le voit pour la première fois, mais personne ne sait d'où il vient et quand est-ce qu'il repart et où est-ce qu'il repart. Et donc, de sa vie, tout ce qu'il fait, c'est zoner. Si on prend une journée type qui serait une journée productive du type des journées où nous on travaille, par exemple un mardi, est-ce qu'un mardi, lui, il fait que zoner? Dans sa zone, il regarde, il observe ce qui l'entoure. Est-ce que c'est son travail? Il est payé pour ça, pour observer? Absolument pas. Il a décidé de pas travailler en fait. Il a décidé de ne pas travailler à partir du moment où il a compris qu'il vivrait éternellement. En fait. En fait. Donc on lui a dit néanmoins qu'il vivrait éternellement. Exactement. Qui lui a dit ça? De ce qu'il raconte, c'est un vieillard. Un vieillard qu'il a rencontré à Paris ou qu'il a rencontré autre part qu'on connaît pas? Dans ce lieu que personne ne connaît justement. Magnifique. Un fou. Attends, t'y vas fort là. J'y vais un petit peu fort. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu vindicatif presque sur ce personnage. C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Hop, je te coupe. Il s'appelle comment? Luigi. Et Luigi, c'est quoi le plus beau jour de sa vie? Il en a jamais eu, le pauvre. Est-ce qu'il l'attend ou il se dit que ça arrivera jamais? Il a très bien conscience que ça n'arrivera jamais. Et toi, le plus beau jour de ta vie, Paul? Bah, peut-être ce jour-là où j'ai sauté dans l'eau dans cette cénote. Et que j'ai pris conscience de, je sais pas, plein de choses. Ce genre de moment où on, on- on réfléchit à tout ce qui nous fait, tout le chemin parcouru. Et ce moment-là, je pense, avec ces deux bougres que j'ai cités précédemment, Vince et Hugo? Tim, Ah, Looms? Tim, pardon, excuse-moi. Tim et Looms. Mais ce moment où justement on regardait l'eau de cette cénote et qu'on sautait, qu'on plongeait dans cette cénote, je pense que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. En tout cas, l'un de mes plus beaux souvenirs. Est-ce que c'était ton dernier voyage? Ou t'as voyagé après ça?
Bah, je suis parti vivre en Italie. Donc, Alors, est-ce que ce départ en Italie, c'était ton dernier voyage? ça doit être mon dernier voyage. Une petite anecdote de ce dernier voyage? C'était pas mon dernier voyage en fait. C'est quand ton dernier voyage? C'était la Grèce. La Grèce? T'es parti avec qui? Avec tous ces fabuleux gens d'Erasmus, justement. Ah, alors tu peux me raconter une anecdote de la Grèce? Une belle anecdote de la Grèce. Bah, peut-être la rencontre avec ma copine de l'époque, tout simplement. Où, qui, elle, était palestinienne, venait d'Espagne. Et que j'ai rencontrée sur cette plage en Grèce alors qu'elle vivait dans la même ville que moi en Italie. Donc, alors, elle vivait à Bologne et tu l'as rencontrée toi en Grèce en voyage avec ces gens que tu avais rencontrés à Bologne, c'est ça? Tout à fait, exactement. Genre, c'était des. Elle était en vacances aussi. On était en vacances, pas vraiment, mais en Erasmus, c'était un long séjour vacancier, d'une certaine part. Mais en Grèce, c'était une vacance, c'était des vacances. Non, car on avait vraiment une période d'examen à ce moment-là. Ah d'accord, donc vous étiez en Grèce pour les études également. Pas du tout, non. Juste du temps que nous voulions passer hors du pays, tout simplement. Voilà, d'accord, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en Grèce, donc tu étais en Erasmus à Bologne, en Italie, et en Grèce, c'était des vacances que vous aviez pris. Non, Alors, Paul, tu étais en Erasmus en Italie, à Bologne, dans une université italienne. tout à fait. D'accord, donc qu'est-ce que tu foutais en Grèce? Nous voyagions. Voilà, vous voyagiez, mais vous travailliez en Grèce? Non, mais parce Ah que. non, c'était des vacances. Mais le fait est. C'était une grève. Vous alliez en Grèce pour. Le fait est que en Erasmus, nous travaillions que un mois dans l'année. D'accord. Donc c'était un voyage en Grèce. Et ouais. D'accord. Tu as rencontré cette dame, cette femme, cette fille en Grèce alors elle était aussi à Bologne, mais elle pas en Erasmus. Elle habitait à Bologne. Elle était aussi en période d'Erasmus, ouais. Et elle venait d'où? De quel pays? De Palestine. Ok. Tu peux me raconter une anecdote? Sur la vie en général. Ouais, mais qui se passe à ce moment-là à peu près. Euh, une anecdote qui se passe à ce moment-là, c'est que en rentrant de ce voyage en Grèce, nous devions partir en Croatie pour un spring break. Et le fait est que je ne me suis absolument pas réveillé pour partir en Croatie, ce qui fait que j'ai couru pendant un quart d'heure derrière un Flixbus en, en espérant le rattraper. Mais vous deviez prendre un bateau, non? Non. Vous faisiez en fait la côte en Flixbus? Toute la côte en Flixbus, qui était en fait finalement à 3 heures. Hein. Ouais. Italie du Nord, Croatie du Nord. Ouais, c'est pour ça que je te dis peut-être en bateau, enfin ça y va très rapidement en fait finalement. Non, parce qu'il aurait fallu faire 1 heure et demie de bus, puis du bateau, ce n'était absolument pas rentable. Ok. Et donc t'as dû courir 15 minutes derrière ce bus, mais tu l'as pas rattrapé évidemment. Si, car au bout d'un moment, Il s'est arrêté? pour moi, Comme Spider-Man. pas tant. Si, vraiment Tobey Maguire, tu te rappelles pas dans un Spider-Man? Derrière le... Il arrête un bus avec sa force physique. Oui, comme tu as fait. Absolument pas, vu que je n'ai même pas pu rattraper ce bus avec. Bah si gars, vraiment tu m'as dit que le bus s'était arrêté, donc manifestement c'est... Pardon, j'ai... On se comprend pas, toi et moi. Bah si, on s'en... Alors, si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Est-ce que ce serait Spider-Man pour arrêter ce bus? Non. D'accord, alors ce serait qui? Un personnage de fiction, toute fiction justement confondue. Toute fiction confondue, livre, pièce de théâtre, film, tout ce que tu veux. Euh. Euh.
C'est qui eux? Non, c'est une. Tu t'es en train de réfléchir. Tout à fait, ouais. D'accord. Alors, je prendrais sûrement. J'aimerais incarner. Oh la vache. C'est pas forcément pour être bloqué dans sa vie, tu vois. Tu peux peut-être voyager dans sa vie juste pour voir. Ouais, ouais, bien sûr. Par exemple, toi, Titouan. Bah, vraiment, il va avoir l'interview dans 2 secondes. Donc, quitte à ne pas lui poser de questions. Il a de la chance parce qu'il peut réfléchir un peu en amont. Tu vois, un légume. Carotte. Voilà, il a réfléchi. Est-ce que tu peux trouver un personnage de fiction dans duquel tu voudrais échanger la vie pendant quelques instants? Alors, je n'ai pas le nom, malheureusement. Je n'ai pas le nom de ce personnage de fiction, mais c'est le personnage dans Limitless. Qui est joué par Cooper, c'est ça? Je sais même plus. C'est Bradley Cooper. J'avais Christian Bale en tête, mais. En Tate. En Tate. Andrew Tate. Il faut arrêter avec ces c'est quoi? Tu veux le refaire une fois? J'ai pas compris. Pour l'auditoire, alors. C'est un langage que je ne comprends pas. Donc moi je crois que c'est Bradley Cooper qui avait joué dans Limitless, le film. Et donc tu voudrais prendre un petit peu cette habilité à prendre une pilule et avoir une capacité cérébrale monstrueuse comme il l'avait. Ça te plairait en fait. Exactement. Découvrir à quoi ressemble la vie quand on utilise à 100% nos capacités cérébrales. Très bien. Si tu pouvais poser 3 questions à l'univers, Paul, et tu as des réponses complètement justes, c'est-à-dire qu'on te les offre sur un plateau, on te dit bah voilà la réponse à ta question, ça peut être des questions ouvertes ou fermées. Quelles questions tu poses? Existe-t-il des bulles spatio-temporelles différentes de la nôtre dans cet univers-là? Dans notre univers, c'est ça? Plus, est-ce que ce qu'on connaît comme étant justement l'univers en tant que tel et comme une bulle spatio-temporelle dans laquelle on vit, etc. Est-ce qu'il existe des bulles parallèles à ça? Est-ce que finalement des univers parallèles existent? Et que donc il existe un autre univers beaucoup plus gigantesque, comme un océan, dans lequel on trouve ces multitudes d'univers parallèles. Deuxième question, Paul. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer entre espèces? Qu'est-ce qui empêche la communication entre les différentes espèces? Ou oui, en tout cas, pourquoi toutes les espèces n'ont pas une communication possible, universelle, qui pourrait apporter pas mal de réponses à beaucoup de choses? Peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé. Troisième question, Paul. Est-ce que nous sommes seuls? Paul a un sport auquel il serait très 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 drôle d'ajouter une dose d'alcool obligatoire avant la compétition. Et évidemment, la gymnastique sportive. Ça ferait de mal à beaucoup de monde. Ça ferait du mal à beaucoup de monde, mais alors pour les yeux, ça serait un régal de voir des corps imbibés d'alcool qui s'envolent et retombent pitoyablement. L'animal le plus fêtard, l'animal qui fait le plus la fête, c'est quel animal, Paul? Ah, c'est évidemment l'abeille. L'abeille. Avec
tout son petit miel là. Elle nous régale. Et, et comment s'appelle l'abeille la plus fêtarde de toutes les abeilles? Saint-Vincent l'abeille. Saint-Vincent l'abeille qui vraiment est l'abeille la plus fêtarde. Saint-Vincent l'abeille vraiment se déboîte l'armoire tous les soirs. Saint-Vincent l'abeille, j'aimerais bien la rencontrer. Ton odeur préférée, Paul? C'est une odeur qui est assez indescriptible, mais que on retrouve, je trouve, dans les grandes villes, qui est l'odeur de la ville en début de soirée, En été. en été. Tout à fait. Tu sais que si je devais te définir, ce serait une des premières choses que je dirais. Ce serait, Paul, c'est cette odeur en fin d'été de la ville. Là où il y a un petit peu de soleil, on ne sait pas trop, il est perdu dans le ciel, on n'arrive pas à le voir et il y a une odeur. Il y a une odeur qui ne sort pas des échappements des voitures, qui ne sort pas des grondements des gens qui se font chier, mais simplement c'est une odeur, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est Paul. Cette odeur, elle est où? Elle est dans toutes les villes. Je crois, oui. En tout cas, les souvenirs que j'en ai, c'est dans toutes les villes que j'ai pu connaître. Après, c'est une odeur que je trouve on apprend à percevoir quand on vit dans la ville dans laquelle on se trouve. Mais cette espèce de température assez douce, chaude, qui fait remonter certaines odeurs, de la nourriture, des parfums, des choses. C'est une odeur qui est délicieuse. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est en train d'être écrit là-dessus. Paul Guyon de Méritance et Pierre Abramo sont en train d'écrire un livre actuellement sur la recherche de cette odeur. Et c'est une petite nouvelle, hein, finalement, qui fait entre 30 et 50 000 mots, d'un mec qui l'a vécu une fois et qui essaie de la retrouver partout où il va. Est-ce que tu as entendu parler de ce livre? C'est en écriture, donc évidemment un peu compliqué à entendre parler, mais... J'en ai entendu parler dans la mesure où je l'écris. Enfin, je le coécris avec Pierre Abraham. Donc évidemment, oui, j'en ai entendu parler. Et alors, où en est cette période de travail? Ça en est où? Quand est-ce qu'on pourrait le voir publié? Alors, ça avance. Ça avance. Le problème, c'est que c'est une recherche qui est compliquée. On a du mal à en voir le bout. Parce que ça pourrait être un livre qui fait une page comme 10 000. Et là, je me pose des questions pas mal en ce moment sur le titre de cette œuvre. Je ne sais pas du tout quel sera le titre. Je comprends que ce soit compliqué de trouver ce titre parce qu'il faut vraiment trouver un titre qui tape aussi fort qu'à la recherche du temps perdu de Proust et ça va être compliqué. Mais je pense que ces deux-là vont le faire parce que vraiment ils ont une capacité à trouver la verticalité de la beauté des choses que l'on voit dans la vie. La pire invention, Pierre, voilà, Paul. Tu es Pierre à dorénavant, néanmoins. Paul, la pire invention, Paul. La pire invention. La pire invention, Paul. Une invention, c'est la pire. Paul, la pire invention. Sûrement une... Paul, la pire invention. Attendez, vous commencez sérieusement. La pire invention, Paul. La pire invention, Paul. Ah, vous cherchez la pire invention. Invention. Une invention. Invention. Enfin, Paul, la pire invention. Eh bien, l'arme à feu. Paul. L'arme Pardon. à feu. L'arme à feu, d'accord. Autant pour moi. L'arme à feu est la pire invention. Oui. C'est qui la personne la plus intéressante que tu aies rencontrée dans ta vie? Oui, je vois bien que tu es là, Abraham. Tu insinues quoi? Pardon? Hein? Non, rien. La personne la plus intéressante que tu aies rencontrée dans ta vie.
Son nom est Lagouin. Lagouin. Lagouin Étienne. Lagouin Étienne. Et tu l'as rencontré comment? C'était quoi? Je l'ai rencontré autour d'une table de ping-pong en 6ème. À Dax? À Daf. Ah, à Daf. À Daf. À Daf. Ok, et du coup, il était en primaire avec toi? C'était un prof? C'était. Non, il n'était pas en primaire avec moi, car j'ai grandi à Paris, mais il était au collège avec moi du coup. D'accord, ok. Et pourquoi? Pourquoi t'as pensé à lui? Je ne sais pas trop. Bah, c'est évidemment l'un de mes meilleurs amis, et je pense que c'est avec lui que j'ai eu le plus de facilité à parler de choses importantes, parfois naïves mais essentielles. Et toute sa réflexion autour de ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'on a envie de dire à ce monde, je trouve sa réflexion assez remarquable. Donc, Et il est où aujourd'hui? actuellement, il vit à Madrid. Eh bien, on le salue de Paris. Salut Madrid. On salue Madrid. Le meilleur prof que t'aies eu? Je dirais peut-être Madame. Le meilleur prof que t'aies eu, Paul. Ouais, le meilleur prof. Madame. Eh bien, peut-être Hassan Timbo, qui est donc un professeur que j'ai eu en première année de mes études d'art De théâtre, ouais. ouais, de théâtre, qui nous a apporté une vraie réflexion sur, qui porte ses idées haut et qui ouvre notre vision des choses sur la vie et sur plein d'autres sujets. Est-ce qu'il y a une chose que t'as regretté pendant que t'étais en cours avec Hassan Timbo? À titre personnel, non. Mais ce que je regrette de ce temps-là, c'est je ne sais pas, un manque de travail global de la classe dans laquelle on était et une ambiance qui, ma foi, était assez déplorable, en cours en tout cas. Hein. Donc finalement, t'étais désolé pour toi, mais t'étais désolé pour lui aussi, non? Oui, d'une certaine part. Enfin, c'était quelque chose en tout cas qui ne marchait pas. Qui ne marchait pas. C'était. C'est dommage, mais cette année-là, en tout cas, moi, je l'ai rencontré dans une classe parallèle. Et Donc une classe parallèle, c'est une classe qui est à côté de ta classe principale, la classe que t'as pris à la base. c'est ça, voilà. Et Tu t'es venu en cours d'année dans cette nouvelle classe. voilà. Et j'ai constaté que au niveau du travail, en tout cas, qu'il y avait un vrai problème, un problème de communication, de plein de choses en fait. Et c'est ça que. Ouais, qui était indescriptible en fait. Ouais, voilà, que- c'est ça. C'est ça. Et je sais pas comment ça, pour le coup, c'est ça que je regrette. T'es toujours en communication avec ce prof? Non, malheureusement, je l'ai croisé une fois cette année. Tu aimerais? Bah, évidemment. Mais non, pas tant. La dernière fois que tu t'es blessé, bêtement, si tu veux, oui, également. La blette qui est une feuille. La dernière fois que tu t'es blessé ou que tu as été blessé bêtement. Bah, je crois que la dernière fois que j'ai été blessé bêtement, et la fois où je me suis blessé de manière la plus mémorable, c'était vraiment en passant par-dessus un balcon. Et que je me suis évidemment explosé au sol en perdant quasiment mon majeur. Voilà. Qui a toujours une cicatrice, ton majeur, non? Très très dégueulasse. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un, n'importe qui, mort ou vivant, maintenant, ce serait qui? Il viendrait s'asseoir là à côté de nous. Ou elle viendrait s'asseoir. Enfin, on se comprend, il n'y a pas de sexe dans mes questions. Bien. Ça serait.
peut-être Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Tout à fait, ouais. Alors Napoléon Bonaparte est arrivé, il est là, à côté de nous. Déjà, est-ce que je m'en vais? Est-ce que c'est une discussion que tu vas avoir à lui tout seul? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne sais pas trop ce que je lui dirais exactement, mais j'aimerais apprendre à le connaître et savoir ce qui anime, ou ce qui animait en tout cas, enfin même ce qui anime toujours, ces grands hommes avides voilà, de pouvoir, Conquête? de conquête. Et quel homme c'était justement? Qu'est-ce qu'il a construit et comment ce genre de personnalité marche en fait, fonctionne? Est-ce que ça te donnerait plus de... Imaginons que Napoléon Bonaparte ait répondu à ces questions-là. Est-ce que ça répondrait un petit peu à ta question? Ou pas? Bah, je ne sais pas en tout cas, mais ça m'éclairerait évidemment Sur qui il est? sur qui il est et ce que peut être l'homme en général, en fait. Puisque c'est quand même des personnalités hallucinantes qui ont eu des... En fait, c'est pareil, j'aurais pu dire aussi Louis XV par exemple, Ouais. qui est un roi qui a été élevé dans l'absence totale de contraintes. Personne ne pouvait lui dire non. Et donc justement, toutes ces personnes qui ont eu les moyens de faire des choses colossales, titanesques, qui ont été placées très très haut à une époque où il n'y avait pas trop de contre-pouvoir, comment ça le transforme? Comment ça transforme ce petit singe qui à la base naît comme tel, et comment ça devient un homme à la tête d'un continent presque. Voilà. Une chose que tout le monde devrait avoir. Des parents aimants. L'invitation la plus bizarre que t'aies reçue. J'ai jamais reçu d'invitation étrange, mais je pense que si je devais en dire une, ça serait simplement un genre d'invitation dans une after, enfin dans un after glauquissime, voilà. Mais jamais de choses étranges. Court précis, 3 choses qu'un enfant doit savoir. Qu'il est aimé, qu'il peut faire de belles choses, et qu'il ne doit pas s'attacher et rester avec des personnes qui, objectivement et manifestement, lui font du mal. La pire pub en ce moment. Alors, je ne regarde pas la télé, mais peut-être sur YouTube, ces pubs sur les pays arabes où Messi chevauche un dromadaire, mais pour dire venez chez nous. Venez chez nous, Messi chevauche un dromadaire chez nous. Voilà, ça serait sûrement la pire pub. Tu peux me parler d'un livre, Paul? Euh, Comment ne pas parler du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui pour moi est quand même assez fascinant d'imaginer que c'est ce jeune homme de 16-18 ans qui écrit plus ou moins le premier texte de gauche comme on l'entend maintenant, sur justement c'est la servitude, que je trouve hallucinant, criant de vérité et d'actualité encore maintenant, de dire que
que cet état de servitude ne doit pas exister, et que s'il existe, c'est que bon, après il y a des trucs, il y a des choses qui sont évidemment discutables, mais je trouve que c'est un essai très court, mais si percutant que tout le monde devrait, je pense, au moins lire ça une fois dans sa vie. Est-ce que tu peux me parler d'un film, Paul? Alors, je vais te parler d'un film qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui m'a absolument bouleversé, qui s'appelle Banshees of Inisherin, qui est la simple histoire de deux amis qui, du jour au lendemain, ne s'adressent plus la parole parce que l'un d'eux a décidé que l'autre ne lui apportait rien, qu'il était vide, etc. Je trouve ce film génial, avec une espèce d'ambiance en huis clos, alors qu'ils sont sur une île, et qui est assez bouleversant, où on ressent tout le temps qui passe, l'ennui, ce fait que dans des petites îles comme ça, où on peut le rapprocher à des petites villes, rien ne se passe. Rien ne se passe, et comment on fait avec ça. Voilà. Parle-moi d'une pièce de théâtre, Paul. Une pièce de théâtre que j'ai lue ou que j'ai vue, Ce que tu veux, une pièce de théâtre. Alors je te parlerai de La Place Royale de Pierre Corneille, qui, un peu au même titre que Discours de la servitude volontaire, est une pièce qui a dû être écrite en, je sais pas, dans 1600, un truc comme ça, 1640, et que j'ai trouvé formidable et surtout d'avant-garde. Comment ces grands auteurs qui datent du XVIIe siècle peuvent parler de sujets aussi brûlants actuellement. J'ai trouvé cette pièce imprégnée d'une sorte de féminisme avant l'heure, fou. Pierre Corneille fait parler des jeunes femmes sur la liberté d'avoir un compagnon qu'elles aiment. La Place Royale, ce féminisme naissant au XVIIe siècle, qui crie une vérité du XXIe siècle. Est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus? Est-ce que tu veux reprendre ton chemin de pensée? Pas du tout, je pense que tu as résumé la chose parfaitement telle qu'elle est, en tout cas. Est-ce que tu peux me parler d'une autrice, d'un auteur? Bernard-Marie Coltès, qui est donc un dramaturge que je ne connais pas énormément. Personnellement, évidemment, puisque cet homme n'est plus de ce monde. Mais alors, t'en parler, je ne sais pas spécialement, mais c'est un auteur qui me touche dans sa manière d'écrire, et je trouve que c'est une écriture assez nouvelle, qui c'est un auteur en tout cas qui m'intrigue. Peut-être parce que aussi ses pièces m'intriguent. Je pense notamment à Dans la solitude des chaudes coton ou Roberto Zucco, qui m'intriguent et qui me font vibrer d'une manière assez inexplicable. Parce que c'est des textes dans lesquels on a l'impression d'être à la fois happé dans quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, et spectateur de la chose en même temps. C'est très étrange. Le voyage temporel, c'est le titre de la prochaine question. Si tu pouvais changer de temporalité momentanément, où est-ce que tu irais, Paul? Je pense que j'irai pas si loin. Je pense que je retournerai dans les années 60. Pourquoi faire? Où justement, c'est une époque que j'aimerais découvrir, mais sur un point de vue strictement humain et moral. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là
pour que naisse le hippisme. Quel vent de fraîcheur et de nouveauté déferle dans les pays occidentaux et justement cette espèce de liberté qui semblait, je pense, infinie sur le plan moral, sexuel, sur le plan des drogues et justement faire toutes ces expériences-là et comment comment ça te prend aux tripes un tel vent de liberté. Bon, alors une question un petit peu plus profonde. Hein, donc prépare-toi sentimentalement. Le nom de ton bateau, Paul. Wow. Le nom de mon bateau. Le nom de ton bateau. Peut-être Yihan. Qui était justement le nom de cette personne rencontrée en Grèce. Voilà. Et si tu l'amarrais quelque part, ce serait sur un océan, ce serait sur la mer Méditerranée peut-être pour te connecter avec la Grèce, ce serait où? Ça serait en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, De peut-être. quel côté? Côté Caraïbes, enfin côté Atlantique, du coup. Une façon de mourir, Paul. Des médicaments. De façon, la mort médicamenteuse. Par euthanasie par exemple? Par exemple, ou par simple suicide, en tout cas une mort douce. Si tu étais connu pour quelque chose, ce serait quoi? Autre qu'une valeur artistique, hein, en disant ah je serai un acteur connu ou je serai un musicien connu. Hassan a répondu par exemple, j'aimerais être connu pour être le mec le plus pertinent de la Terre. C'est-à-dire le mec vraiment, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Mais parfois il dit rien et on sait qu'il a la réponse, mais on sait qu'il la ferme parce qu'il est quand même humble ce mec pertinent. Alors tu serais connu pour quoi? Je pense que je serais connu pour une précision au tir ou au lancer, que je sois vraiment un crack, un as. Peu importe ce que je lance, ce que je tire, ça touchera la cible. C'est tout le temps en plein milieu. Une sorte de Legolas. Exactement. Vraiment. Oh, il a un arc. Il va toucher la cible. Il va toucher la cible. Paul, est-ce que tu peux me décrire par mon apparence de quoi j'ai l'air? D'un bourgeois. Salaud. Salaud. Ton au revoir le plus dur, Paul. Mon au revoir le plus dur. Mon au revoir à la ville de Bologne, justement. Tu peux m'en parler Bah, un petit peu? ouais, tout à fait, tout à fait. C'était un soir de juillet, ma dernière soirée dans la ville de Bologne, entouré de tous mes amis les plus proches du moment, qui étaient encore là, puisque beaucoup étaient déjà partis à ce moment-là. Et donc, cet au revoir qui a été de dire au revoir à la fois à la ville, mais aussi à tous ces gens que j'aime profondément, et au revoir à cette parenthèse dans ma vie qui était sûrement la plus belle année que j'ai vécue de ma vie a posteriori, puisque je pense aussi que les années que je vis actuellement sont fabuleuses.
Mais celle-là, elle était particulièrement. Tu es conscient, Paul, de l'importance des choses que tu vis. Toujours. C'est qui la personne la plus grande de ta famille? On n'est pas très grand, mais je pense que ça, c'est mon père, du haut de ses 1,88 m. Disons qu'il fait ma taille en fait. Il fait ta taille, mais il fait beaucoup plus imposant puisque il te met quand même, je pense, bien 60 kilos. Je suis un fébrile bourgeois. Il te met bien 60 kilos, ce qui fait que ça fait plus grand. Ouais, d'accord. Tu fais 1,88 m. Ouais, je fais 89. Ah, carrément. Ouais, avec ma touffe de cheveux. Quand les cheveux sont en pétard, c'est 1,90 m. Ah ouais, alors là, on dépasse, hein. Ça dépend la longueur, mais tu te rappelles, l'année dernière, j'avais quand même des cheveux bien longs, hein. Je pense que là, j'attendais les Mais il commençait du coup à 1,97. Parce que là, t'as la touffe. Oui, mais si je les mets en pétard, vraiment avec un système de contraption très... Oui, ou de l'électrocution. Oui, tout simplement. Mais c'est très momentané. Très momentané. Le meilleur compliment que t'aies reçu. Euh, je que je puisse comprendre tout. Je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on m'ait dit, que je puisse justement assez facilement comprendre, être, voilà, dans cette empathie-là. Je pense que ouais, c'est une des plus belles choses qu'on m'ait dit. Le cadeau le plus étrange que t'aies reçu. Je pense que c'était une lettre au collège d'une fille un peu trop passionnée par quelque chose qui n'existait pas. Et qui m'expliquait que elle avait nos conversations SMS imprimées sur son mur, par exemple. Un comportement enfantin que tu continues à faire. Des coquillettes cordon bleu. Tu te les prépares toi-même, tes petites coquillettes cordon bleu. Exactement. Quand tu vois, ça va pas forcément au top et tu te dis, franchement, on se fait un petit truc comme ça et ça réchauffe le cœur. Le réconfort. Une leçon de ta dernière relation? Savoir reconnaître quand quelque chose devient, bon, c'est un peu un terme qui est employé à tort et à travers, mais quand quelque chose devient toxique et que il y a rien de bon qui ressort si ce n'est de brefs moments de bonheur plus ou moins faux, et de comprendre justement, de savoir reconnaître quand quelque chose te fait du mal. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à la chanson Yodiz de L'Homme Pâle? Est-ce que tu l'as écouté? Alors, je la connais, je l'ai pas mal écoutée. Est-ce que tu parles de cette idée de se retracer dans des comportements qui autrefois dans une relation t'apportent du bonheur et qui t'empêchent de voir qu'effectivement c'est devenu toxique finalement? Ouais, c'est un peu cette idée-là. Dans ce refrain il parle de ça en fait, je crois. Bah, je l'ai pas assez écouté alors, parce que L'Homme Pâle est un... Moi non plus, mais je le dis comme ça. Ok. Parce que ça me rappelle ça et je me dis peut-être que c'est ça. Et bah, L'Homme Pâle, si tu passes, corrige-nous. Antoine. Antoine, écoute. T'es là? Tu es là, Antoine? Non mais oui, voilà. Évidemment, c'est un autre titre, c'est pour ça que je dis ça. Évidemment qu'il est là. Il a une chanson qui s'appelle Évidemment. Les cigales. La pire punition que t'aies reçue de ta vie? J'ai eu la chance d'avoir une mère extrêmement... Enfin, une
une mère formidable qui justement ne base pas son éducation sur la punition. Ce qui fait que je n'ai même pas de souvenir de punition. Mais pour autant, qui ne fait pas de moi justement un enfant atroce ou quoi que ce soit. Mais je peux pas me souvenir d'une potentielle, je sais pas moi, raclée, baffe ou ce genre de choses, puisque la seule chose de ce type qui est arrivée, c'est quelque chose dont je me souviens même pas. C'était une fessée que j'ai reçue de la part de mon père, mais qui était une fessée, franchement, sûrement que dalle. Et ma mère a menacé mon père de se séparer de lui s'il refaisait ça une fois. Donc c'est une autre éducation que j'ai eue, une bien plus douce en fait, tout simplement. Une musique pour décrire ta vie. T'as le droit de sortir ton téléphone ou de la faire écouter, tu fais ce que tu veux. Le temps de l'amour de Françoise Hardy. Je pense que c'est une idée l'idée de la vingtaine. L'idée de la vingtaine est une idée qui me reste en tête avant même que j'ai eu la vingtaine et qui me restera, je pense, toute ma vie. Et je pense que c'est une bonne chose de garder cette nostalgie-là, cette nostalgie même parfois du moment présent, la garder auprès de soi tout le long, puisque je pense que c'est ce qui fait de toi une personne éternellement jeune. Et ce que j'entends par éternellement jeune, c'est surtout une personne éternellement ouverte sur le monde, ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles choses qui puissent t'arriver. Il y a environ 11 mois, presque un an, un Paul un peu plus jeune mais qui ressemblait fortement au Paul que j'ai en face de moi aujourd'hui, quand je lui ai demandé de me parler d'une musique, m'a parlé du temps de l'amour de Françoise Hardy. Et moi je trouve ça beau qu'un an après, ce soit toujours cette musique. Pourtant la question est différente. C'est beau. C'est quand la dernière fois que tu t'es pété la gueule dans les escaliers, Paul? Je n'ai aucun souvenir de pétage de gueule dans les escaliers. Un mot que t'adores. Un mot où tu te dis franchement celui-là il est quand même pas mal. Sans me voler mon néanmoins. Ah ouais. Le lait. Le lait? Le lait. Parce que c'est... Tu peux le faire à toutes les sauces. Il fait marrer parce qu'il arrive souvent de nulle part. Ouais, c'est vrai que c'est un beau lait, ça. Pas dire grand chose et puis Ça veut tout et rien dire en fait. tout et rien dire. Ça peut être très précis comme tu bois du lait ou alors c'est un beau lait quand même. Oh, c'est un beau veau de lait que vous avez Qu'est-ce là. qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et Néanmoins c'est un beau... voilà. Et en plus, ça consolide les os. Enfin, c'est fort. C'est fort. C'est des amis pour la vie. Un regret récent, Paul. Alors, récent dans quelle mesure, je ne sais pas, mais en tout cas, le regret peut-être un peu qui me trotte un peu dans la tête actuellement, et peut-être cette bêtise de ne pas avoir découvert et fait justement du théâtre avant, peut-être. La chose que les gens ne comprennent pas à propos de toi. Je pense que ce qu'ils ont le plus de mal à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que je ne leur parle pas ou qu'ils n'ont pas de nouvelles de moi que je ne les aime pas. Puisque c'est les personnes... Et parfois même les personnes que j'aime le plus, dont je suis le plus proche, c'est les personnes avec qui je parle le moins, au final. Comme moi tu ne me parles jamais, Paul. On se parle jamais, ce qui témoigne de mon amour pour toi, Abraham. Mais d'accord, bah c'est réciproque. Les mecs qui ne se parlent jamais, mais ils peuvent pas se dire qu'ils se n'aiment pas. Ils se disent non mais moi je parle pas aux gens que j'aime vraiment beaucoup. Tu veux qu'on se voit? Non mais je t'aime vraiment trop pour te voir. Je t'adore tellement, reste chez toi. Reste chez toi, ne prends pas le risque de te faire renverser ou de... Je préfère que tu restes chez toi en sécurité plutôt que de te voir. La dernière fois que tu as réparé quelque chose, Paul? Il y a
quelques jours, j'essaie de réparer une petite statuette qu'on m'avait offert pour Noël, que j'ai malencontreusement cassée. C'est un échec, évidemment. La dernière leçon de vie que t'as appris. Eh bien, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une leçon de vie, mais une leçon de... C'était encore une fois au cours de cette pièce qui est Hamlet, jouée par le conservatoire. C'est une leçon de travail, d'abnégation, une leçon de vie dans le sens où elle m'a rappelé de ne jamais arrêter d'être brûlant. En fait, au-delà d'une pièce magnifiquement mise en scène, jouée par des acteurs brûlants et qui constituent la fine fleur des comédiens français de demain, je trouve que c'est une leçon de jamais rien lâcher et surtout, notamment dans ce que j'ai envie de faire, c'est de toujours arriver à 100% et quoi que tu fasses, le faire justement à 100%. Le temps d'attente le plus long que t'aies eu à attendre quelqu'un. Je ne sais pas du tout, peut-être toi, Abraham, qui arrive à mes soirées 5 heures en retard, plus ou moins. Mais ça, c'est uniquement parce que c'est les soirées. Sinon, je suis à l'heure. Voilà, c'est... Pas 5 heures en retard, je suis jamais arrivé 5 heures en retard, gars. Franchement, si. Je pense que la soirée commence à 21h, t'arrives à 1 heure. Mais j'avais d'autres choses à faire. J'étais en train de travailler, Paul. Bécoté Marie, sûrement. Vraiment pas du tout. Étrange quand même. Bah, Marie, gars, elle était présente lors d'une des soirées qu'on a faites. Donc, avant ça, C'était pas Marie, c'était avec Elliot. Avec Elliot Chou. j'étais en train de bécoter Elliot, c'est ça? Ah non, tu ne bécotais pas Elliot, mais t'étais avec Elliot et vous êtes arrivé vraiment... Non, la plupart des soirées que j'ai fait avec toi, j'étais avec Dia, ma copine de Genève. Donc, Le retard était dû à Dia. non, le retard n'était pas dû à Dia, mais Marie n'existait pas encore. Enfin, dans ma vie, en tout cas. Marie, si tu passes par là, je t'embrasse. Une phrase pour me rappeler de toi. Je suis Paul. Et pour finir, j'aimerais que tu lances un message au Paul du futur, que tu lui dises quelque chose. Crois en ton travail, crois en ce que tu peux montrer. Et n'oublie jamais de tout brûler, peu importe ce que tu peux penser de toi-même, puisque ce n'est pas ce que tu en penses, mais ce que tu montres. Et ça sera éternellement ça. On s'en fout de ce que tu penses, mon grand. Je te pose une dernière question parce qu'on est potes. Donc je fais un petit bonus. Pourquoi est-ce qu'il y a un poulet rôti ici? Ça doit être un bug.